Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Le sommet des chefs d'État du Sahel a clôturé ses travaux hier à Nouakchott. Il a réuni les présidents mauritaniens, maliens, nigériens, burkinabés et tchadiens. La décision majeure issue de la rencontre est la création du G5 du Sahel. C'est une organisation qui va porter une attention particulière à la sécurité et au développement de la région. Le président Ibrahim Boubacar Keïta se réjouit de cette avancée dans la coopération sous-régionale. Le récit de nos envoyés spéciaux, Ibrahim Traoré et Dembawan. À l'issue de leur tout premier sommet, les dirigeants des pays du Sahel décident de créer une organisation dénommée G5 pour conduire désormais de façon coordonnée et concertée les actions de la région. Le but est d'accorder une large priorité à la sécurité, à l'ancrage de la démocratie et de la participation des populations à la promotion des zones les moins développées. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est choisi par ses pairs pour assurer la présidence du groupe. Ce fléau dont nous souffrons, le rappel du terrorisme, nous sommes tous conscients qu'il ne peut être combattu par un seul État à lui seul. Il faut qu'il y ait une coordination entre nos États, il faut qu'il y ait des actions concertées, et une cohésion dans les actions que nous devons mener à l'avenir. La sécurité doit être vue sur l'ensemble de ces volets, aussi bien côté terrorisme, côté financement de ce terrorisme qui passe par tous les trafics, par des trafics de tout genre, tels que le trafic de drogue, les prises d'otages, les paiements de rançon, et toutes ces activités illicites que vous connaissez et qui sont à l'origine de l'instabilité dans nos régions. Le secrétariat permanent du G5 du Sahel sera confié au Niger. Il est chargé de la coordination technique ainsi que de l'élaboration d'un programme prioritaire d'investissement et d'un portefeuille de projets structurants. Ces 5 pays font partie des pays qui ont l'indice du développement humain le plus faible. Or, désormais, il est établi qu'il y a une liaison étroite entre sécurité et développement. Par conséquent, il est tout à fait normal que ces 5 pays se concertent, définissent une stratégie commune, une stratégie intégrée pour s'attaquer aux problèmes institutionnels qui se posent à eux, aux constructions d'États démocratiques, d'institutions démocratiques fortes, pour s'attaquer aux problèmes de sécurité, et pour s'attaquer également aux problèmes de développement économique et social. Parce que pour faire face aux menaces, c'est vrai que la solution à court terme est sécuritaire, mais à long terme, la solution, c'est le développement économique et social, parce que comme on le sait, le principal allié des extrémistes, des terroristes, du crime organisé, c'est la pauvreté. Le président Ibrahim Boubacar Keïta indique pour sa part que les États du Sahel franchissent ainsi un pas important vers la sécurisation et le développement de la région. Faire en sorte que chaque jour davantage, nos peuples se sentent frères, soudés et solidaires. Et qu'au niveau de nos chefs d'État, il y ait dorénavant une culture de grande confiance entre nous. Que la confiance imprègne nos relations et que ce soit ensemble dans tout le domaine, nous parlions d'une voix. Vous avez vu que tout au long de ce sommet, nous avons choisi un porte-parole, le président Abdelaziz, Mohamed Abdelaziz. Ce n'était pas fortuit, ce n'était pas gratuit. C'était une décision pensée, réfléchie, mûrie, désormais, d'avoir à parler d'une voix et d'une seule voix porteuse de nos espoirs, de nos espérances et de nos politiques. Et dire également notre stratégie face au reste du monde. Je crois que c'est une de nos nouvelles, de confiance, de sérénité en nous-mêmes d'abord. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes pour faire face au reste du monde et affronter les défis auxquels nos pays sont confrontés. Le président du Tchad, du Niger, de Burkina Faso, de Mauritanie et du Mali, parlant d'une seule et même voix dans l'arène internationale, voilà qui est nouveau, voilà qui est prometteur, et voilà qui était attendu par nos peuples, que tout lit, que tout lit. Il était bon, il était urgent, il était séant que nous en souvenions. Ce que nous avons fait de bien belle manière ici à Nouakchott. Permettez que j'en profite pour dire merci à mon frère le président Mohamed Ould Abdelaziz, à nos frères qui sont venus à ce sommet-là. D'abord au président Abdelaziz avec toute la fraternité pour l'accueil que lui-même nous a réservé et le
frère mauritanien, dont l'accueil a toujours imprégné de sa chaleur nos rencontres ici en Ange. Et je souhaite à mon frère un bon mandat à la tête de notre nouvelle organisation. Le G5 du Sahel, on en parlera, Inch'Allah. Au terme de cette réunion sur le Sahel, les chefs d'État ont réitéré également leur plein engagement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Rendez-vous est pris dans 6 mois en N'Djamena, au Tchad, pour le prochain sommet. Le Mali accueille à partir de demain, mardi 18 février, un hôte de marque pour la 2e fois. Il s'agit de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Il effectuera une visite d'État de 112 heures dans notre capitale. Le roi sera accompagné d'une importante délégation composée d'hommes d'affaires et d'opérateurs économiques. Le roi et le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, poseront, entre autres activités, la première pierre de la clinique prénatale à Sébenikoro. Également dans l'agenda de cette visite au Mali, la signature d'une dizaine de conventions dans presque tous les secteurs de développement. Les enjeux de cette visite avec Mohamed Diarra. C'est la 2e visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Mali en l'espace de 5 mois. La première, c'était le 19 septembre pour assister aux côtés d'une vingtaine de chefs d'État à l'investiture du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Ce second voyage du souverain chérifien est le signe de l'attachement qu'il a pour le Mali et ses dirigeants. En plus, bien sûr, de ce que symbolise la visite, en termes de solidarité agissante avec le Mali, en termes de marque de confiance aussi à l'endroit de ce pays, il s'agit de mettre en place quelques mesures pour accompagner le Mali dans cette phase post-crise. Le Mali et le Maroc, c'est plus de 50 ans de coopération sous-tendue par une trentaine d'instruments juridiques, dont les premiers jalons ont été posés par le président Modibo Keïta et le roi Hassan II. Les deux pays sont liés par des relations séculaires. Le lien qui lie le Mali avec le Maroc, c'est un lien de sang d'abord, de 2 culturels, de 3 islamiques. Entre le Mali et le Maroc, c'est toute une histoire d'amour, de fraternité, de coopération culturelle, religieuse, sociale, beaucoup de choses. Depuis le temps des caravanes de sel, il y a plusieurs siècles, Tombouctou et Marrakech faisaient un commerce florissant, jusqu'au moment de l'université de Tombouctou, qui était fréquentée par l'ensemble de tous les peuples d'Afrique. Vraiment, aujourd'hui, cette visite royale, pour la 2e fois, vient nous donner de la joie au cœur. L'arrivée de cet ami du Mali permettra sûrement de franchir un palier supplémentaire dans les relations entre nos deux pays. Des relations qui avaient connu une baisse de régime et qui se sont réchauffées à la faveur de l'élection du président Ibeka à la tête du Mali. Le tout premier déplacement du roi pour assister à l'investiture du président Ibeka en est une parfaite illustration. Comme effet immédiat de cette visite, l'installation d'un hôpital de campagne dans l'enceinte du stade Modibo Keïta avec des médecins marocains qui ont fourni pendant 3 mois des prestations médico-chirurgicales gratuites dans diverses spécialités. Dans le sillage du voyage du roi Mohamed VI, 500 imams maliens ont bénéficié de bourses d'études. Il a tenu sa promesse. Et les 100 imams sont déjà sur le sol marocain. Ils ont commencé leur formation et c'est un bonheur pour le Mali et pour le futur. Parce que celui qui veut construire son pays pense d'abord à ses jeunes. Les jeunes qui sont partis et ils vont venir pour nous donner d'autres façons de prêcher. Et ce prêche-là sera basé sur la non-violence. La coopération maroco-malienne embrasse d'autres secteurs de développement comme les mines, l'énergie, les transports, l'agro-industrie, la maroquinerie, le tourisme, l'éducation. Parlant de l'éducation, sur les 3 dernières années, le Maroc a accordé des bourses d'études aux étudiants maliens. Cette coopération se ressent depuis toujours d'ailleurs par la centaine de bourses que Sa Majesté le roi Mohamed VI offre à l'éducation malienne chaque année. Et un quota d'ailleurs qui va croissant à partir de ces nouvelles relations. Dans le domaine des télécommunications, Maroc Télécom détient 51% du capital de l'assainissement. S'agissant du secteur bancaire, la partie marocaine est très visible avec le rachat de la BIM SA par le groupe
Attijari Wafa Bank. Elle participe aussi au capitaux de la BDM SA. Nul doute que cette seconde visite du roi Mohamed VI est une volonté manifeste d'aider le Mali dans sa phase de reconstruction et de réconciliation. Le Mali sort de la crise, donc il va falloir l'accompagner aussi. Donc au-delà de la coopération et des échanges entre deux pays, c'est aussi l'accompagnement, c'est aussi la solidarité, c'est aussi la réponse à l'appel du Mali. Nous avons toujours travaillé de telle sorte qu'on puisse répondre à l'appel du Mali et qu'on puisse contribuer, en ce qui nous concerne, donc à cette sortie de crise. Dans l'agenda des activités du roi à Bamako, la signature d'une dizaine de conventions dans plusieurs domaines tels l'hydraulique, la santé, l'agriculture, l'habitat. La pose de la première pierre de la clinique prénatale à Sébenikoro, un hôpital de 3e niveau qui s'occupera de la prise en charge des maladies de la mère et de l'enfant. En plus des stages de formation que le Maroc offre aux militaires maliens, le Mali pourra compter sur le royaume chérifien dans le cadre du retour définitif de la paix sur l'ensemble de son territoire. Le voyage du souverain chérifien devrait permettre enfin aux deux pays de faire le point d'exécution des 3 dernières sessions de la Grande Commission mixte de coopération. Et cela dans l'intérêt des deux pays. Et à l'occasion de la visite au Mali de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, le protocole de la République convie à l'aéroport international de Bamako-Sénou les corps constitués suivants. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre directeur de cabinet du président de la République, le président de la Cour suprême, le président de la Cour constitutionnelle, le président du Haut Conseil des collectivités, le président du Conseil économique, social et culturel, le médiateur de la République, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, les chefs d'état-major et directeurs de services centraux des armées, les ambassadeurs accrédités au Mali, le gouverneur du district de Bamako, le maire du district de Bamako, demain, mardi 18 février, à partir de 16h. Donc c'est à 16h demain à l'aéroport international Bamako-Sénou, les corps constitués qui ont donc été désignés. Nous allons à l'hémicycle. Tout à l'heure, vous avez vu les images de l'hémicycle. Nous y retournons. Une délégation de l'Assemblée nationale du Niger, conduite par son deuxième vice-président, a été reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale du Mali. La délégation était porteuse d'un message du président de l'Assemblée du Niger à son homologue du Mali. Le deuxième vice-président, Falke Bacharou, a profité de cette audience pour féliciter le président de l'Assemblée nationale suite à son élection. Les deux personnalités ont également parlé des futures relations de coopération entre nos deux pays. La 9e session ordinaire de la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel a clos ses travaux ce matin autour de l'employabilité des jeunes. Le Conseil a recommandé entre autres l'amélioration du suivi, de l'orientation et de l'appui des jeunes dans leur parcours professionnel. Le reportage de Ibrahima Tchokari. 15 jours de débat autour de la problématique de l'employabilité des jeunes dans le contexte de la relance économique post-crise ont permis aux conseillers nationaux de passer à la loupe les facteurs de sous-emploi des jeunes dans notre pays. La 9e session ordinaire, la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel recommande, entre autres, la tenue dans un bref délai des États généraux sur l'emploi, la création des conditions pour que les diplômés maliens et les acteurs du secteur privé puissent prendre leur place au niveau des espaces d'intégration UEMOA, CEDEAO, favoriser l'employabilité de la main-d'œuvre nationale, notamment dans le secteur des mines. Je suis heureux que nous soyons parvenus à une précieuse synthèse de recommandations didactiques qui pourraient ouvrir la voie aux audacieux et mieux inspirer les pouvoirs publics, le secteur privé et pourquoi pas à la société civile organisée que nous représentons. C'est une source de méditation pour chacun et chacune sur ce que la conjoncture nous offre et les voies qu'elle nous indique et que nous pourrons emprunter soit pour un habile contournement de l'infortune,
soit par une ingénieuse élévation de notre ambition d'hommes et de femmes pour vaincre l'adversité. Ils sont 75 millions de jeunes frappés par le chômage dans le monde, dont 38 millions en Afrique. Et 60% de ces chômeurs sont des jeunes. Ouverture ce matin à Bamako d'une session de formation en droit pénal international co-organisée par la Fondation Friedrich Neumann de Dakar et l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg. C'était en partenariat avec l'Institut national de formation judiciaire du Mali et de la MINUSMA. La formation vise une meilleure appropriation des droits de l'homme et le renforcement de l'État en Afrique. Daouda Sidiki Diarra. À la suite d'une crise comme celle qu'a connue le Mali, la justice pénale est l'un des mécanismes pour aboutir à l'instauration de l'état de droit. Il s'agit là de satisfaire des demandes au regard de cette situation, d'où la tenue de la présente session de formation en droit pénal international pour une meilleure prise en charge des droits humains. Le dernier rapport du Haut-Commissaire aux droits de l'homme a invité le gouvernement du Mali à s'assurer que la justice poursuive tous les auteurs de violations des droits de l'homme commises durant la crise et s'assurer que les droits de tous les Maliens et Maliennes soient respectés, y compris par l'organisation rapide des procès équitables. La session s'articule autour d'une série de modules axés sur des exercices pratiques. Il conviendra pour ces avocats magistrats, greffiers, représentants des forces de l'ordre, chercheurs, acteurs de la société civile, ainsi que les initiateurs du séminaire, de créer un cadre d'échange et de réflexion. C'est là pour l'émergence d'une citoyenneté qui repose sur l'égalité en droit. La leçon que nous livre ce séminaire est de nous offrir les outils hautement fiables pour féconder un environnement de paix et de mieux-être pour l'ensemble des Maliens par une saine distribution de la justice. Au terme de la session, un test d'évaluation à choix multiples sera élaboré par les intervenants. Des lauréats recevront des bourses d'études après ces tests. Actualité dans nos régions, une mission conjointe au ministère des Affaires étrangères de la Suède et l'ONU au Mali vient donc de séjourner à Tombouctou. C'était pour rencontrer les populations sur place et recueillir leurs préoccupations. Les membres de la mission ont également pu constater les avancées notoires en matière de sécurité et la reprise des activités économiques malgré les conditions difficiles. ORTM Tombouctou, Adama Djimdi. Cette mission, composée du ministre suédois des Affaires étrangères, du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et de l'ambassadrice de la Suède, avait un agenda précis, toucher du doigt les réalités quotidiennes des Tombouctoutiens après la crise et apprécier le niveau de destruction causé par les occupants. C'est une bonne nouvelle, ce que Tombouctou sort de cette crise-là. L'été s'améliore avec l'assistance de la MINUSMA. Maintenant, il faut faire face à des questions d'emploi économique, d'infrastructure. Je sais qu'avec la solidarité entre les Tombouctiens et les Maliens, et avec l'assistance de la communauté internationale, rien n'est impossible. Les missionnaires se sont rendus à la grande mosquée de Djingaréber, construite par l'empereur Kankou Moussa en 1325. Le cimetière des Trois Saints, complètement saccagé, et l'Institut Ahmed Baba ont reçu la visite des hôtes. Ces derniers ont rencontré les populations qui ont tenu à exprimer leurs préoccupations. Premièrement, d'abord, l'enclavement de la ville. Il a posé le problème de nos plaines, en intrants et autres là, que vraiment ce qui constitue vraiment une des principales activités des paysans tombouctiens, puisque après le fils du Niger, c'est Tombouctou, le problème des femmes. Sur le terrain, les Nations Unies ont remarqué que les efforts consentis par les différents acteurs ont porté fruit. Chaque fois que je suis ici, je vois que ça bouge. Hein. Il y a un esprit de progrès. Il y a un sentiment que les choses vont mieux, mais au même moment, je crois qu'il y a maintenant quelques défis prioritaires. Le premier, c'est le retour des déplacés et des réfugiés. Nous sommes en train de renforcer aussi le MINUSMA, parce que ce n'est pas seulement la ville de Tombouctou. C'est important qu'il y ait aussi la sécurisation de la région. Je crois que tout le monde dit qu'il y a deux choses prioritaires. C'est l'immédiat, par exemple la riziculture, la possibilité qu'il y ait la récolte. Et la deuxième,
c'est un peu dans la medium time, le longue durée, ce sont les routes. Les résultats atteints par les femmes, l'aménagement, Serval et les humanitaires ont été évoqués. Cependant, le niveau de vigilance ne doit point baisser. L'Union nationale des travailleurs du Mali était elle aussi en mission à l'intérieur du pays. Elle était dans l'Adrar des Iforas pour encourager les travailleurs qui sont dans la région de Kidal et inciter les autres à rejoindre leur poste. Reportage de Tiemoko Sagara. C'est la cour de l'ex-mairie où sont encore logés les travailleurs de l'État qui a été choisi pour abriter cette assemblée générale. Une rencontre qui a pour objet une prise de contact entre le sommet et la base et le recensement des doléances des travailleurs de Kidal. La réouverture des classes, l'indemnisation des travailleurs, le retour des agents qui n'ont pas encore rejoint leur poste dans la région et la sécurité sont les principales préoccupations évoquées au cours de cette assemblée générale. Les gens se sont sacrifiés, mais pour plus de sacrifices, il faut réellement que l'État trouve les voies et moyens par lesquels la sécurité puisse être assurée dans la ville de Kidal surtout. Les travailleurs de Kidal ont souhaité que leurs doléances ainsi formulées soient suivies d'actes concrets. C'est pourquoi la délégation demande à chaque travailleur d'œuvrer pour une paix durable à Kidal et une réconciliation réussie entre tous les fils du Mali. À Bamako, l'association pour le Mali, APM, a organisé samedi dernier un meeting à Magnabougou, un meeting qui a regroupé les APM de toutes les communes de Bamako. Cette rencontre visait à soutenir les actions du gouvernement. Reportage de Fatoumata Kone. Ce meeting de l'Association pour le Mali a pour but de soutenir les actions du gouvernement. En moins de 6 mois, certaines avancées sont enregistrées selon les responsables de l'association. Ils appuient la nouvelle politique judiciaire en cours. Ils soutiennent également le dialogue inclusif prôné par les autorités maliennes pour la réconciliation et le retour de la paix. Le gouvernement doit être l'incubateur des initiatives concourant à donner corps à la réforme judiciaire. Les APM assureront leur rôle de soutien civil et responsable, capables d'analyser, de critiquer et de proposer ces idées suite aux différents actes posés par le gouvernement. Pour l'instauration de la démocratie dans le Mali et dans ce mandat qui est aujourd'hui le Mali actuel, il est donc normal que nous fassions référence à ce passé, non pas pour nous glorifier simplement par des faits de laudation, mais plutôt pour faire de sorte à ce que nous méritons du passé de nos ancêtres. Ce meeting a été une occasion de saluer les efforts du président de la République. Au moment où nous commençons à nous battre pour effectivement réaliser nos objectifs, il est certain que beaucoup de personnes qui ne veulent pas de ce changement vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Et cela, ils le font au moyen de la désinformation. Pour que la corruption cesse, nous allons mettre en place des numéros verts. Tous ceux qui vont être confrontés au problème de la corruption, ils téléphoneront et dénonceront les gens qui vont leur demander de l'argent. Les membres de l'association venus de toutes les communes du district ont enfin appelé les Maliens à donner plus de temps au président de la République afin qu'il puisse mettre en œuvre sa politique de développement. Adi Traoré, gouverneur du district de Bamako, a prêté serment ce matin. C'était au cours d'une cérémonie solennelle au tribunal de première instance de la commune 4. Ses missions sont entre autres de défendre l'intérêt national, de veiller à l'exécution des lois et règlements, d'assurer la gestion du personnel et les patrimoines de l'État. Après la cérémonie de prestation, il a été renvoyé dans l'exercice de ses fonctions. Voilà donc le gouverneur du district de Bamako, Adi Traoré, qui a donc prêté serment ce matin au tribunal de première instance de la commune 4 du district de Bamako. Activité politique, les partis ANCD Mali et UPPR s'unissent pour gagner les élections municipales. Le protocole d'accord a été signé cet après-midi entre les présidents des deux partis. Le point, c'est avec Agali Aguissa. Deux partis, une seule vision pour les élections à venir. Il s'agit du parti Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali, ANCD Mali, et le parti Union des patriotes pour le renouveau, IPPR.
Les présidents de ces deux formations politiques ont signé un protocole d'accord. C'est les militants de la base qui veulent une union entre les militants de l'ANCD et les militants de l'UPPR afin de conjuguer les forces dans le but d'obtenir un résultat politique fiable. Nous nous engageons pour vous soutenir, afin que votre union puisse rapporter quelque chose de potable. À Caille, donc, l'actualité sportive a été marquée par le lancement la semaine dernière des activités de la Ligue régionale des amateurs de lutte de la région. Un bureau de 24 membres a été élu pour 5 ans, dirigé par Mamadou Thiam et présenté au public caïsien. Le reportage de Mahamadi Aloubari. Pour la deuxième étape de sa première visite dans la région de Caille, le ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage et de la pêche s'est rendu sur les chantiers de construction de la direction régionale des productions et industries animales, les bureaux des services rattachés et la clôture de la cour de l'élevage de Kainding Nango Dambélé, était venu voir l'évolution de ces chantiers réalisés par le PADEPA KS à hauteur de 950 millions de francs CFA financés par la PAD et le gouvernement malien. C'est les bâtiments qu'on a conçus pour mettre les agents dans un peu confortatif. Ces bâtiments sont presque à l'état de réception. Le ministre et sa délégation ont également visité le marché à poissons situé au cœur du grand marché de Caille, ainsi que les bassins de pisciculture d'Ousmane Tanapo, un vendeur de poissons de la place. Autre chantier visité, celui des laboratoires frigorifiques situés dans la zone industrielle à Diala. Le ministre s'est dit satisfait de l'avancement des travaux qui sont exécutés par l'entreprise CMCTP. Nous avons entendu parler de l'engagement de ces privés aux côtés du département pour nous permettre de concrétiser notre vision, permettre au Mali de devenir exportateur de viande rouge. On nous promet que d'ici juillet 2014, on devrait commencer les premiers abattages et il est prévu d'exporter directement une partie de cette viande. Le dernier acte a été la rencontre avec l'ensemble des acteurs du secteur agro-silvo-pastoral. Au cours des échanges, le ministre Nango Dambélé a invité les acteurs à créer le partenariat public-privé pour booster le secteur de l'élevage et de la pêche. Nous avons reçu pour mission de réaliser, de contribuer à la réalisation de 3 objectifs fondamentaux. Le premier objectif, c'est d'amplifier la contribution du secteur à la croissance économique. Pour le président de la République, le Premier ministre, tout l'espoir repose sur le secteur agro-industriel. Le ministre a promis à l'ensemble des éleveurs et pêcheurs que son département fera tout pour que ces services accomplissent leur mission de réduire l'insécurité alimentaire dans notre pays. Voilà, ce n'était pas du sport, mais plutôt la visite du ministre en charge de l'élevage dans la région de Caille. Le village de Guétéma vient d'inaugurer sa mosquée qui va abriter la prière du vendredi. La mosquée a coûté près de 200 millions de francs CFA. La réalisation est l'œuvre d'un fils du village qui a bénéficié de l'accompagnement de l'association des ressortissants du village, situé donc à Bamako. Ibrahima Tokari pour le compte-rendu. Les populations du Sahel occidental se sont retrouvées à Guétéma, à 9 km de Nioro du Sahel, pour inaugurer la grande mosquée de vendredi construite par un natif du village. Cette maison de Dieu est construite sur l'ancien site de la mosquée de El Hadj Oumar Foutital, une mosquée construite en 1896. L'édifice a coûté, à en croire l'entrepreneur, près de 200 millions de francs CFA. Cet acte du ressortissant du village de Guétéma est la preuve du dynamisme et de l'entrepreneuriat de la diaspora malienne. Tous les actes posés ici se font dans un esprit de cohésion et d'entente entre les fils d'un même terroir. En tout cas, l'événement qui a rassemblé les co-religionneurs de la zone à Guétéma a tout son sens. Les gens de Guétéma, la population de Guétéma a retrouvé la cohésion autour de ses fils pour mettre en place un édifice important à la dimension de l'islam qui est notre religion en partage. À l'actif des ressortissants aussi, l'addiction d'eau d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Cette réalisation de grandeur nature est une œuvre utile. Elle a été faite à la satisfaction de tous. L'association des ressortissants de Guétéma qui a coordonné les travaux ne pouvait qu'être fière pour ce travail accompli. Et aussi le ministère délégué chargé des affaires religieuses et du culte.
Nous avons parlé de la réconciliation nationale. Nous avons demandé à nos chefs religieux ici, dans le Sahel occidental, à travers Guétéma, de prier pour le pays, pour que les fils se réconcilient, pour que la paix revienne. Dans un futur très proche, il projette la construction de la route Guétéma-Nioro du Sahel, très accidentée. Ici, on a compris que sans route, point de développement. En 5e région, les acteurs de la filière échalote se sont retrouvés ce week-end à Golgou, dans le cercle de Bandiagara, pour échanger sur la valorisation et le développement de la filière échalote. C'était à l'occasion d'une journée paysanne organisée par l'ONG Yag-Tetou en partenariat avec l'Union des femmes productrices d'échalotes dans les communes de Dandoli et de Soroli. Yacouba Maïga. Le plateau d'Ogon dans le cercle de Bandiagara constitue le principal bassin de production d'échalotes avec environ 54 000 tonnes par an. Cependant, cette filière à vocation commerciale, porteuse de croissance et d'investissement, reste largement inexploitée du fait de certaines contraintes qui pèsent sur son développement, d'où l'organisation de cette journée paysanne. Cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre de 2 de nos projets phares, à savoir PVERC 2, financé par LWR. En plus, le projet Femmes et Agriculture, communément appelé Nyeleni, financé par Kermali. Si l'accompagnement de l'ONG Yaktou et ses partenaires a permis d'atteindre des résultats tangibles sur la levée des contraintes liées au développement de la chaîne de valeur de la filière échalote, il reste maintenant aux producteurs de préserver ces acquis pour répondre à la demande de plus en plus forte en produits de haute valeur ajoutée. La réussite d'une action de chaque segment de la chaîne de valeur dépend de la capacité de chaque acteur à mieux maîtriser les itinéraires techniques et pouvoir exposer ses produits en les rendant bien connus et plus accessibles. Cette journée paysanne a été ponctuée de visites de terrain, notamment au magasin de conservation de l'échalote fraîche de la société coopérative Molibemo de Anjumbolo et dans le champ école producteur de Golgou. Parlons culture. Le Festival international des arts et de la culture Kouroukanfouga, 2e édition, c'est du 13 au 18 mars prochain. En prélude à l'activité, les organisateurs ont animé une conférence pour expliquer l'esprit de l'événement. Cette année, il est placé sous le signe de la paix, de la réconciliation et de la reconstruction du pays. Compte rendu de Lamine Keïta. Cette conférence débat annonce le lancement des activités de la 2e édition du Festival international des arts et de la culture de Kouroukanfouga. Selon les membres de l'association Kouroukanfouga, initiateur du festival, l'événement s'inscrit dans la droite ligne de la politique culturelle du Mali. L'ambition est de regrouper dans une ambiance festive de convivialité tous les pays de l'ancien empire du Mali et au-delà. Le premier objectif ici, c'est renforcer l'unité. C'est sauvegarder l'unité nationale, revaloriser nos sites touristiques, nos objets d'art et faire en sorte que nous arrivions à développer, à faire un développement socio-économique demandé. Espace d'échange et de brassage culturel entre les peuples d'horizons divers, cette 2e édition est placée sous le signe de la paix retrouvée et d'une synergie de développement. Kouroukanfouga est une sorte de repère pour nous. Et en 1236, Sundiata a réuni la paix, l'entente, la réconciliation à Kouroukanfouga. Et c'est ce que nous voulons rééditer cette année. Cette 2e édition qui se tiendra à Kangaba du 13 au 18 mars 2014 prévoit des conférences débats, des visites touristiques, des prestations artistiques, entre autres. En santé maintenant, World Vision vient de lancer son projet de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë dans le district sanitaire de Tomignan et servira à améliorer la santé nutritionnelle des enfants et va concerner 10 centres de santé de la commune pour un budget de plus de 123 millions de francs CFA. Candécila. Tous pour combattre la malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à moins de 59 mois. C'est désormais le credo de l'ONG World Vision dans le cercle de Tomia. Le lancement officiel du projet de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë dans le district sanitaire Pessima répond à cette problématique majeure. Le gouvernement a fait des enquêtes en 2013. Et ces enquêtes ont prouvé réellement qu'il y a des problèmes sérieux de malnutrition, particulièrement dans la région de Ségou.
et spécifiquement dans le cercle de Tominia où World Vision intervient. Aussi, le PECIMA se propose d'atteindre d'ici 2015 450 000 enfants au niveau de 10 centres de santé communautaires dans le district sanitaire de Tomia. Avec un budget de plus de 123 millions de francs CFA, le projet va se matérialiser sur le terrain par des activités de plaidoyer et de prise en charge des groupes cibles à travers la remise des plum peanuts, un aliment à base d'arachide et de complexes de vitamines. Quant aux parents des enfants bénéficiaires et au personnel sanitaire d'encadrement et de suivi, je leur invite à plus de courage et d'abnégation pour qu'aucun enfant malnutri n'échappe au projet. On note enfin que ce projet vient en complément à d'autres initiatives de World Vision dans le cercle. Déjà, en 2012, en réponse à la crise sécuritaire et nutritionnelle, l'ONG a mobilisé ses partenaires canadiens, allemands et suisses pour la prise en charge de plus de 6 800 enfants de 0 à moins de 59 mois malnutris. Santé toujours, la population de la commune de Doumba a désormais son centre de santé communautaire CESCOM. Cette infrastructure qui a été inaugurée samedi dernier est financée par l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT à hauteur de 74 millions de francs CFA. Ousmane Koïta. C'est dans une ambiance festive que la population de la commune rurale de Doumba et environnants ont inauguré leur tout nouveau centre de santé communautaire. Cette coupure du ruban symbolique marque le point de départ d'un processus de renforcement des capacités sanitaires de la commune de Doumba. L'infrastructure qui vient d'être inaugurée comprend une salle de consultation, une salle de soins, un laboratoire, une salle d'observation, une maternité, une adduction d'eau sommaire, 2 blocs de logement pour le médecin et l'infirmière et un logement pour le gardien. Le tout pour un montant total de 74 millions de francs CFA. La journée du samedi 15 février 2014 s'inscrira dans les annales de l'histoire de Doumba. Elle marque la concrétisation de la volonté d'une population engagée dans un long processus de réalisation d'un vieux projet, je vais dire le centre de santé communautaire de Doumba. Financé par l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales à ANCT, le CESCOM de Doumba vient soulager une population qui avait tant besoin d'un centre de santé communautaire. C'est un ensemble d'efforts qu'on a conjugués, du ministère et puis les services techniques, la mairie, vraiment, on s'est vraiment beaucoup donné la main avec la population pour arriver à ce résultat-là aujourd'hui. Je me réjouis sincèrement d'être présent parmi vous pour célébrer cet événement, pour la simple raison que la santé de la population constitue l'une des principales préoccupations des autorités du cercle de Koulikoro. Le cercle de Koutiala en 3e région a été la destination de l'association Dr Sako Mamadou pour la promotion de la santé ORL. À Sanguila et à Koutiala-Ville, cette association a procédé à des consultations gratuites. Cette action citoyenne rentre dans le cadre de la commémoration de la disparition du premier médecin ORL de notre pays. Envoyé spéciaux, Mamogo Sidibé, Massadoumbia. Après Nyoro du Sahel, Kangaba, Baraouli, Yanfolila, Djema et Dampa Djarisso en première région, l'association Dr Mamadou Sako pour la promotion de la santé orale au Mali, Amassa Orel, était la semaine dernière dans le cercle de Koutiala. Dans les 2 centres de Sankila et Koutiala, près de 700 patients ont reçu des visites et soins gratuits. Le plateau technique manque, il n'y a qu'un seul agent de santé qui s'occupe du problème au niveau de CCRF. Donc je crois que mon équipe est arrivée, nous sommes à peu près 10 personnes qui sont arrivées pour consulter les patients. Je crois que pendant ces 2 jours-là, on a mis le paquet. Et cette mission qui arrive au moment opportun. Parce que la cause qui les amène, les problèmes qui concernent beaucoup la tête, ce qu'il faut retenir, c'est que ce mal est très répandu chez nous. Les problèmes oraux, une fois négligés, peuvent vous provoquer des complications, surtout que les spécialistes oraux sont rares au niveau communautaire. C'est pourquoi Amassa Orel programme volontairement chaque année une localité du pays pour sa prise en charge en soins essentiels oraux. Voilà des personnes qui vivaient avec ces corps étrangers ou bien ces bouchons de surhumaine il y a quelques années. Donc, ils souffraient beaucoup de surdité, des problèmes d'audition. Donc, Dieu merci avec l'organisation de ces journées. Donc, je crois qu'ils ont eu beaucoup de satisfaction.
vu quand même l'impact de cette maladie et que le centre de référence, ne disposant pas de médecins spécialisés en ORL, fait que tout le monde a été intéressé par cet appel. Cette 6e édition des promotions de la santé orale au Mali marque le 17e anniversaire de la disparition du premier médecin oral de notre pays, le docteur Sako Mamadou. Cette semaine, l'UNICEF et ses partenaires ont récompensé les 5 meilleurs agents de santé communautaire des districts sanitaires de Diema et de Kita. Des récompenses pour avoir été plus présents à leur poste et pris en charge le paludisme, la pneumonie et les diarrhées chez l'enfant de 0 à 5 ans. Les récipiendaires ont également mené d'importantes actions de communication autour de la planification familiale et des gestes qui sauvent. Aujourd'hui, Focus Santé revient sur la stratégie des soins essentiels dans la communauté et rappelle comment les partenaires en sont arrivés à cette série de récompenses. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambéli. Ces 20 dernières années, le Mali a multiplié le nombre de ses centres de santé, une avancée qui n'avait pas été suivie d'effets escomptés sur la mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans. 70% d'entre eux continuaient à mourir à domicile de maladies évitables et guérissables comme le paludisme, la pneumonie, la diarrhée, la malnutrition et autres affections du nouveau-né. Pour inverser la tendance, l'État malien et ses partenaires ont développé la stratégie des soins essentiels dans la communauté SEC, dont l'élément le plus en vue est l'ASC, l'agent de santé communautaire vivant avec la communauté et prenant en charge les maladies qui tuent le plus les enfants. 2 ans après, dans la région de Caille, l'apport des agents de santé communautaire est positivement apprécié. La prise en charge du paludisme simple, la fièvre et le paludisme simple, nous avons enregistré plus de 12 500 cas qui ont été dépistés par ces ASC. Et pour le palu, avec confirmation au test de diagnostic rapide, il y a eu 11 000 et quelques et qui ont été pris en charge. Si on prend les infections respiratoires aiguës, il y a eu 9 780 cas dépistés, avec autant qui ont été pris en charge. Si on prend les cas de diarrhée, plus de 3 000 ont été dépistés et traités. Si on prend la planification familiale, il y a environ 7 000 femmes de nouvelles inscriptions qui ont été faites. Mais les acteurs et les partenaires de la santé sont passés par une évaluation qui avait détecté des obstacles à l'atteinte de meilleurs résultats par les ASC. On s'est rendu compte qu'il y a des ruptures dans certains sites des CTA et des TDR. CTA, c'est les médicaments qu'on utilise pour prendre en charge le paludisme simple au niveau communautaire et le test de dépistage rapide qu'il faut utiliser au niveau de ces sites avant de donner les médicaments, et également quelques ruptures, par exemple du zinc qui accompagne normalement le SRO, les selles de réhydratation orale, pour une bonne qualité de prise en charge de la diarrhée. Et on a remarqué un goulot d'étranglement par rapport à l'utilisation des services des ASC. On a mis les ASC au niveau des sites, rapproché les soins des communautés, mais on s'est rendu compte que même en cassant la barrière d'accessibilité géographique, il reste d'autres choses à faire. Et on s'est rendu compte, après la première enquête, que près de 90% des ménages disaient que les soins coûtaient cher, alors que l'ASC habite avec ces ménages. Cela voudrait dire qu'il ne faut pas se limiter seulement à rapprocher les soins, il faut également casser la barrière financière d'accès aux soins. Partie des interventions à évaluer et des goulots d'étranglement, un plan de levée des obstacles a été élaboré et mis en œuvre sur 6 mois, suivi d'une autre enquête qualitative au niveau des sites tests de Diema et de Kita. La différence est là. Si je prends l'exemple de la prise en charge de la pneumonie dans le district de Diema, on est passé de 30% à 75% d'utilisation des services ASC en 6 mois. Et tu prends la qualité également, si vous prenez la qualité de prise en charge de la pneumonie, elle a également fortement augmenté. On est allé autour de 10% pour aller jusqu'à 65%.
sachant que la pneumonie fait partie des maladies tueuses des enfants de moins de 5 ans au niveau communautaire. La deuxième enquête a permis de récompenser les agents de santé communautaire qui ont donné de meilleurs résultats dans la prise en charge du paludisme, de la diarrhée et de la pneumonie et qui auront été plus présents sur leur lieu de travail et mené plus d'activités de communication. Parlons sport handball. La première édition du championnat national de handball chez les cadets a connu son épilogue au terrain Mamadou Konaté. À l'arrivée, c'est le centre omnisport de Lafiabougou chez les garçons et le centre omnisport de Missabougou chez les filles qui ont remporté ce championnat. Aldumatina pour le compte-rendu. Le centre omnisport de Missabougou chez les filles et celui de Lafiabougou en garçons enlève la première édition du championnat national cadet de handball. Un véritable exploit pour ces deux centres, créés il n'y a pas longtemps, grâce à la volonté du bureau fédéral de la dite discipline qui a décidé de mettre en place des centres pour booster davantage la pratique du handball. Et déjà, le projet commence à porter ses fruits au regard de ces deux finales. D'abord en série filles, le centre omnisport de Missabougou en orange dicte sa loi au lycée sportif Ben Oumarsi, habillé en bleu. Si à la mi-temps, c'était l'égalité parfaite. 4-4. La suite verra la domination de Missabougou, amenée par Djeneba Sako en état de grâce. Le centre omnisport de Missabougou l'emporte 12-7. Pour la finale des garçons entre le Debo Club de Mopti en jaune et le centre omnisport de Lafiabougou, le suspense a été entier. Les centristes qui croyaient avoir plié la partie vont être rattrapés au score par une vaillante équipe mopticienne qui égalise à 2 minutes de la fin. 17-17. Les derniers instants sont indécis et passionnants, car Malin, c'est lui qui pouvait prédire l'issue de la partie. Mais finalement, le sursaut d'orgueil du centre omnisport de Lafiabougou lui permet de marquer le but victorieux. 18-17. Vraiment, je suis très comblé parce que c'est une première et nous avons vu que vraiment c'est une édition qui doit être continuelle. Et les équipes ont montré un niveau technique assez suffisant pour que l'on puisse croire à leur futur. Voilà, c'est donc tout pour ce soir. Merci de votre attention. Tout à l'heure, retrouvez Amara Mali Diallo pour le journal des formations. Demain, dans la matinée, Kadidia Toukone vous donne rendez-vous à 10h et à 13h. Quant à moi, je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, dans les éditions du soir. Merci de votre fidélité. Passez de bons moments sur l'ORTM.